Moi, je vais vous parler de mentoring. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Parizeau et en fait, je suis développeur chez ManoMano. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai plein de casquettes dans ma carrière. La première, ça a été étudiant. Voilà, j'ai été étudiant, j'ai aussi été chef de projet, j'ai donné des cours en école d'ingénieur, j'ai été formateur, ce qui paradoxalement n'a rien à voir du tout avec être enseignant en école d'ingénieur, c'est un métier complètement différent. Et d'après mes équipes, je suis aussi un gros fouteur de merde, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rôle que j'ai de plus en plus dans les équipes. Comme il disait, j'ai les cheveux gris maintenant, du coup je deviens un peu plus vieux, donc je suis de plus en plus amené à accompagner des gens plus jeunes que moi, moins expérimentés, à être un mentor en fait. Et il se trouve qu'en fait, être un mentor en entreprise, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. On vous jette un junior dans les pattes et puis débrouillez-vous. Et du coup, moi, ça m'a amené à me poser un certain nombre de questions. Comment essayer de faire ça bien, comment essayer d'accompagner la personne, et du coup j'ai creusé. Et donc l'idée c'est de vous faire un peu un retour d'expérience des choses que j'ai constatées, que j'ai vécues, et aussi de choses que j'ai mises en place au quotidien, qui ont pas mal aidé en fait et qui ont fluidifié cette relation. Donc on va commencer par une définition, parce que les gens adorent les définitions Wikipédia. Donc en fait le mentoring c'est quoi? C'est tout simplement accompagner quelqu'un, le guider, quelqu'un de plus junior, de moins expérimenté, que ça soit dans sa vie professionnelle, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, on travaille en entreprise, mais aussi en fait dans sa vie générale en fait, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un lien très fort qui se crée entre le mentor et son protégé, qui fait que vous allez aussi l'accompagner sur plein de choses. Et du coup, évidemment, on revient à cette image de Yoda, le maître Jedi. Bah oui, maître Jedi, il y a son padawan, son apprenti en fait, et non seulement il va lui apprendre à manier un sabre laser, mais il va aussi lui apprendre à gérer ses émotions, à répondre aux situations de crise, etc., qui sont finalement pas ce dont il a besoin au quotidien pour combattre les armées de l'Empire, mais juste d'être quelqu'un de meilleur, et parce que ça va l'aider au quotidien. Donc du coup, il y a vraiment cette image-là qui ressort. Alors pourquoi quelqu'un voudrait être mentor? Pourquoi moi je le fais en tout cas? Ma raison principale, c'est le côté voir les gens évoluer. En fait, c'est un côté juste génial. Voir quelqu'un que vous avez eu en apprentissage qui devient développeur accompli et qui réalise plein de trucs, c'est super gratifiant parce que quelque part, vous pouvez vous approprier une partie de sa réussite parce que c'est vous qui l'avez aussi amené là, vous l'avez accompagné. Voir des gens qui étaient super timides devenir responsables de plein de choses, prendre les devants, aller en conférence, etc. Si vous les avez aidés à arriver là, voilà, encore une fois, c'est très très gratifiant. Donc ça apporte aussi pas mal de... ça booste son ego, sa confiance en soi et c'est toujours sympa d'accompagner les autres à devenir meilleurs. Donc j'aurais pu vous envoyer une liste de livres à acheter à la Fnac, il y en a des tonnes je pense, des livres sur le mentoring. Moi j'ai tendance à détester ce genre de bouquins, c'est souvent beaucoup de trucs très philosophiques, de Yaka Faucon, etc., très abstraits. J'avoue que moi au bout de 10 pages, j'ai refermé le bouquin et j'ai abandonné. Donc là l'idée c'est de rester sur des choses plus personnelles en fait que moi j'ai mis en place, que j'ai constaté encore une fois. Et la première chose en fait à laquelle j'étais confronté, c'est la notion d'adaptation. Toutes les personnes que vous allez mentorer sont différentes. Du coup, il va falloir trouver un langage différent pour leur parler. C'est pas parce que vous expliquez quelque chose une fois à une personne d'une manière qu'elle a comprise que la personne d'après comprendra en expliquant de la même manière. Et ça, c'est très difficile parce que du coup, ça devient très frustrant. Vous allez expliquer quelque chose à quelqu'un qui va comprendre, la personne d'à côté, vous allez lui expliquer 10 fois, elle va pas comprendre. C'est normal, vous lui avez expliqué 10 fois la même chose de la même manière. Ça se trouve, elle aurait compris au bout de la deuxième fois si vous aviez changé votre manière d'expliquer les choses. Il y a des gens qui sont visuels, d'autres non, qui ont besoin de lire la doc, qui veulent se lancer dans le code directement, qui ont besoin de processer l'information. Il y a plein de gens, chaque personne est unique, donc c'est important de bien vous adapter et de ne pas vous frustrer trop rapidement. Une deuxième chose aussi qui est assez dure quand vous êtes mentor, c'est que ça demande énormément de temps. Et on est tous en entreprise, la plupart d'entre nous, on est très occupés, on a des réunions partout, des trucs, des bugs à corriger en production, etc. Et c'est très dur de trouver du temps pour ses protégés en fait. Sauf qu'il y a un problème, c'est que si jamais votre protégé a une question à vous poser, vous dites j'aurais besoin d'aide, non attends là j'ai pas le temps, vous allez pouvoir faire ça une fois, deux fois, trois fois, après la personne va arrêter de venir vers vous. Du coup, vous rompez ce lien de confiance et donc vous créez une relation qui devient de plus en plus dure à avoir et la personne ne va plus vous poser des questions, elle va se renfermer sur elle-même. Ça, vous ne voulez surtout pas ça. Donc c'est à vous de vous rendre disponible, de demander de l'aide à votre hiérarchie s'il y a besoin. C'est bien d'avoir les managers qui vous soutiennent quand vous avez un mentor. Encore une fois, voilà, s'ils vont juste balancer un junior en vous disant c'est en plus de ton travail quotidien, tu travailles déjà 60 heures par semaine et en plus il faut que tu formes machin, ça va devenir en effet compliqué. Donc sous-estimez pas ça, être un bon mentor, en tout cas si vous souhaitez être un bon mentor, ça demande du temps. Et du coup, c'est important. Donc, si jamais quelqu'un... Et pareil, vous avez aussi le droit d'être occupé, forcément. Donc, si votre protégé vient vous voir en disant « j'ai une question », non, je suis occupé, faites bien l'effort d'aller, une fois que vous avez fini votre tâche, de retourner « c'était quoi ta question? Est-ce que je peux t'aider? Ou est-ce que tu as réussi à résoudre ton problème ?» pour lui montrer que c'était vraiment quelque chose de temporaire, finalement, et que maintenant, vous êtes disponible pour lui ou pour elle. Et le troisième et plus dur point psychologique, en fait, qui a été vraiment très dur pour moi, c'est de montrer ses faiblesses. En tant que mentor, vous avez cette aura, en fait, vous êtes quelqu'un vous êtes le sachant, en fait, par rapport à la personne que vous accompagnez. Et du coup, c'est très facile de rentrer dans cette posture du super-héros omniscient qui sait tout, qui a réponse à tout, qui sait tout faire immédiatement, où tout est facile, en fait. Cette posture, elle est très flatteuse pour son ego, mais elle est aussi très dangereuse.
Parce qu'en fait, vous allez créer une distance, encore une fois, avec votre protégée. Et ça, c'est très difficile parce que si jamais elle a l'impression que tout est facile pour vous et que tout est dur pour elle, ça crée beaucoup de démotivation. Donc c'est important d'exposer, ok, ça, tu galères là-dessus, mais t'inquiète, hein, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé ce truc-là, je ne comprenais rien non plus, j'ai galéré tout autant de toi, et ça va venir petit à petit. Là, c'est normal, la première fois, c'est difficile, la deuxième fois, ce sera plus facile, la troisième fois, tu y arriveras mieux, etc. Donc ça, c'est vachement important. Une autre chose aussi, c'est de montrer que vous ne savez pas tout. Si jamais on vous pose une question et vous ne savez pas, plutôt que de paniquer, en fait, c'est une super opportunité de dire je ne sais pas en fait réellement, pour que la personne voie aussi que vous avez des limites à votre connaissance et que vous avez encore des choses à apprendre, et du coup d'aller chercher ensemble, pour qu'au passage apprendre à la personne comment chercher de l'information de manière efficace, quelles sont les sources d'informations qui sont intéressantes, voilà, et du coup comment vous trouvez l'information et de confronter ça du coup à sa manière de faire. Donc c'est aussi un moment d'apprentissage, d'admettre ses faiblesses, et donc moi c'est quelque chose qui m'a aidé, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, voilà, encore une fois, c'est à partir du moment où on s'expose, ça permet en fait, encore une fois, de renforcer ce lien de confiance. Donc du coup, là c'était quand même assez très philosophique, mais on va rentrer dans des conseils un peu plus concrets. Le premier, c'est d'accepter que votre travail va être beaucoup plus lent. Moi, ça, j'ai galéré parce que ça, c'est un gros travail, ça a été un gros travail sur moi. Si je vois quelque chose que je peux faire en 5 minutes et que je sais que si je le donne à quelqu'un d'autre, ça va prendre 2 heures, ça me rend fou, j'ai pas envie de le déléguer, etc. Donc j'ai dû beaucoup travailler sur moi pour me forcer à le faire, parce que c'est très difficile au début, en tout cas pour moi. Voilà. Donc si vous êtes comme moi, anticipez ça. Si vous êtes perfectionniste aussi, j'ai tendance à l'être, les choses ne seront pas faites comme vous voulez. Du coup, c'est pas grave en fait. Ça fait partie du process, c'est pas grave, il faut accepter ça. Et donc là, moi, ça c'est un gros travail sur moi. Le deuxième, c'est que quelque chose que j'ai mis en place et qui a bien aidé aussi, c'est d'aller régulièrement demander de l'information. Dire voilà, moi j'alterne sur beaucoup de petites tâches. Quand j'ai fini mon développement, je vais voir les personnes que j'accompagne en fait, pour leur dire tout va bien. Et la réponse va rarement être oui, ok, ça va bien, t'inquiète, pas de souci. Ça va être plutôt ouais, si je pense que ça va. C'est qu'il y a un loup. Pas un gros loup, mais il y a un loup. Passez 1 minute, 2 minutes avec la personne et généralement vous allez changer sa manière de voir les choses, la sortir un peu de cet effet tunnel qu'on a tous quand on est dans une tâche et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, et vous allez potentiellement gagner des heures parce que du coup si vous la laissez continuer toute l'après-midi, elle va juste rien produire de plus. Donc du coup ça vous permet d'avoir comme ça des échelons tout au long de la journée et montrer aussi que vous êtes disponible, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Quelque chose que j'ai aussi mis en place et qui marche très bien, c'est le pair programming, le mob programming si jamais vous êtes à plus que 2. Ça marche bien si vous le faites bien. Si jamais c'est pour prendre le clavier et montrer à la personne comment vous codez comme un génie, encore une fois, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut faire dans le pair programming, c'est toutes les 10-15 minutes, le clavier change de main, vous expliquez ce que vous faites, la personne qui code explique ce qu'elle fait à l'autre. Et donc du coup, ça va vous permettre de montrer à votre protégé qu'est-ce qui se passe dans votre tête, vos process de réflexion, et l'inverse, de vous mieux comprendre les siens et d'échanger là-dessus. Ça fait ressortir une tonne de questions. J'ai eu des discussions incroyables grâce à ça en fait, parce que du coup la personne en vous voyant coder dit pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça. Et des fois c'est juste une idée géniale en fait qu'on n'a pas en vue parce qu'on a une habitude que la personne a un regard neuf. Donc si jamais votre protégé a une bonne idée ou même une idée équivalente à la vôtre, n'hésitez pas à l'implémenter à sa manière à elle aussi pour lui montrer que ouais, ses idées sont bonnes, il faut qu'elle en propose des choses en fait. Donc ça c'est un bon moyen en fait de casser les barrières, surtout en distance en fait. Alors c'est plus dur à mettre en place à distance, mais ça aide beaucoup. Un autre truc que j'ai mis en place et qui a bien marché, c'est de bloquer des slots dans mon agenda. Donc toutes les 2 semaines, par exemple, je bloquais 1 heure dans lesquelles on va travailler ensemble. C'est du temps que je leur ai dédié, qui est bloqué, qui est inaltérable. Il peut se passer, à moins qu'il y ait un gros incident en production, ce temps il est bloqué. Et on va travailler sur des choses qui sont autre chose que le travail quotidien, autre chose que la delivery. On va pouvoir craquer une nouvelle norme CSS, faire de l'algorithmie de manière abstraite, plus ou moins abstraite en fait, mais qui n'est pas liée au projet quotidien. Ça va permettre de travailler plus en profondeur certaines lacunes que la personne peut avoir. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était leur dire, au long pendant les 2 semaines, tu notes tous les trucs qui t'ont posé problème, que tu n'as pas bien compris, où tu t'es dit, ok, non, ça, je comprends pas trop, mais c'est pas très grave, tu les notes. Et après, on les revoit. Et ceux qui sont importants, il y en a où en effet c'est pas très grave, il y en a c'est important, on les retravaille ensemble. Et ça permet comme ça de déminer un peu toutes les zones d'ombre qui arrivent au quotidien. Et enfin, le dernier et probablement le plus important, c'est de discuter. Parlez beaucoup en fait, échangez beaucoup avec votre protégé, c'est super important d'avoir du retour sur ce que vous faites, des actions que vous prenez, parce que vous allez essayer plein de choses, vous allez vous voter, il y a des trucs qui vont marcher, il y a des trucs qui vont pas marcher, des trucs qui vont marcher avec certaines personnes, pas avec d'autres, encore une fois, chaque personne est unique. Parlez aussi avec les gens autour, les gens de l'équipe, les managers, etc. pour avoir du feedback, parce que en fait, ça se trouve la personne, votre protégé, il a des choses qu'il n'ose pas vous dire. Et en fait, il ne vous le dira jamais, vous ne serez pas au courant et vous continuez comme si tout se passait bien. Et en fait, non, ça ne se passe pas bien du tout. Et encore une fois, ce qui est important, c'est la relation de confiance, que cette relation elle soit forte et elle soit durable. Et du coup, quand elle se rompt, c'est très dur de la rétablir. Donc du coup, assurez-vous en permanence que tout se passe bien. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné aussi envie d'accompagner des gens si jamais vous ne le faisiez pas. Si jamais des gens vous accompagnent, éventuellement les challenger pour que du coup ils vous accompagnent mieux si ce n'est pas le cas. Ou ça vous peut-être rassuré dans des choses que vous faisiez. Et je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors c'est peut-être un peu méta, mais tu as parlé du coup de mentorat de développeur, mais si on va un peu à un autre niveau de mentorat de mentor, est-ce que tu as aussi un peu, t'as eu l'occasion de mentorer des... Alors, pas jusque-là. C'est vrai qu'on a très vite tendance à penser mentoring, c'est quelqu'un de très 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 junior et quelqu'un de très expérimenté. Mais en fait, moi, dans les gens que j'ai eu à mentorer, j'ai eu vraiment tous les niveaux. De l'apprenti, en fait, qui du coup était encore à l'école, à la personne un peu plus expérimentée, mais toujours un peu junior, dont certains qui remettaient en cause le métier de développeur, etc. Et qui, du coup, ça permet de réanimer quelque chose, à des gens plus expérimentés que j'ai amenés vers des rôles de lead, etc., beaucoup plus expérimentés, en fait. Par contre, mentorer des mentors, pas encore. Et je pense pas que j'ai encore le retour et les épaules suffisantes pour ça. Là, globalement, ça fait 2-3 ans que je fais, on va dire 3 ans que je fais vraiment du mentoring en me focalisant là-dessus. Mais encore une fois, voilà, là, c'est un retour d'expérience sur ce que j'ai mis en place, qui a marché. Mais je suis pas non plus, voilà, un grand gourou du mentoring. Voilà. Pour l'instant, je suis plus dans une... Là, j'atteins justement une étape où je commence à échanger sur les pratiques que j'ai, à récupérer les pratiques d'autres personnes aussi. Et commencer, et je pense que du coup l'étape d'après en effet ce sera d'accompagner des mentors pour qu'eux aussi du coup s'améliorent potentiellement. Sur les blocs de 1 heure que tu fixes toutes les 2 semaines, donc tu approfondis des sujets particuliers, est-ce que c'est toi qui fixes les sujets, est-ce que c'est le mentor qui vient avec un sujet, comment ça se passe? J'essaie de faire en sorte que ça soit le protégé qui amène les sujets. Et le mieux là c'est en fait un des buts de ce créneau c'est que les gens comprennent et anticipent leurs faiblesses en fait. Donc si jamais ils les ont, c'est jackpot parce que du coup la personne va venir, voilà, les algorithmes je comprends rien, j'ai besoin d'aide là-dessus, faisons de l'algorithmie, je déteste ça mais ok je ressens ce besoin-là, voilà, ou le CSS c'est horrible, je comprends rien, ça saoule, ça c'est le sujet d'après, j'ai besoin de faire du CSS, faisons du CSS ensemble. Si jamais il n'y en a pas, parce que ça va arriver, moi j'ai un certain nombre de sujets, parce que je connais la personne, je travaille avec elle au quotidien, sur lesquels je sais qu'elle a besoin d'être accompagnée. Donc j'ai toujours des sujets en réserve. Donc ça va être un mix des deux en fonction des périodes en fait. Par contre ça se fait toujours en collaboration, c'est-à-dire que je ne vais pas obliger quelqu'un à travailler sur un sujet sur lequel elle n'a pas envie de travailler. Parce que c'est aussi un temps qui est réservé à quelque chose, alors je ne vais pas dire ludique parce que ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas qui ne doit pas être vu comme une corvée. Si la personne vient à cette heure-là à reculons, vous perdez tout le bénéfice de l'exercice en fait. Il faut que ce soit quelque chose, donc il faut que la personne soit... Du coup, là, si elle n'est pas consciente d'une faiblesse, bah, on en discute. Moi, je pense que ça t'aiderait. Qu'est-ce que tu en penses? Si la personne dit « Ah non, ça, je veux vraiment pas, j'aime pas du tout ce truc-là, je préfère faire autre chose », ok, c'est pas grave, on fait autre chose. Mais souvent, la personne va dire « Ouais, c'est vrai, j'ai pas envie de le faire, mais je comprends. » Ouais, et oui, en fait, maintenant que tu me le dis, maintenant que tu me l'expliques, ça fait aussi partie de la pédagogie. J'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'être épaulé là-dessus. Ok, faisons-le, prenons 1 heure. On va prendre 1 heure là, 1 heure dans 2 semaines. Et si je vois qu'au bout de l'heure, c'est bon, bah tant mieux. Et des fois, en fait, ça va être 1 heure, on va travailler sur un truc, 2 semaines plus tard, on va travailler sur autre chose, parce que je sens qu'il y a saturation. Et du coup, après, ça, on va revenir. 3-4 séances plus tard. On va refaire de l'algorithmie, parce que là, ok, c'est quand même important. Là, tu as progressé un peu, mais pas suffisamment. Donc du coup, c'est un espèce d'équilibre un peu délicat entre ça. Encore une fois, il faut s'adapter à la personne qui est en face. Il y a des gens, vous allez leur poser la question 10 fois, sur quoi tu veux travailler? Bon, je sais pas. Voilà, du coup, ça va être à vous de prendre les choses en main et d'épauler. Est-ce que tu as une grille de progression ou est-ce que tu as des progressions qui sont organisées? Alors, moi, j'aime pas trop les grilles de progression, les matrices de compétences, etc. Mais comme les boîtes adorent ça, ouais, du coup, j'en ai. Par contre, ce qui est important pour moi dans ces grilles-là, c'est que c'est de l'auto-évaluation. C'est-à-dire que c'est des grilles de niveau, donc on a tout un tas de sujets qui sont importants et c'est la personne qui s'auto-évalue. Donc du coup, c'est pas le niveau par rapport au mien, c'est pas le niveau par rapport à un idéal qu'elle pourrait fantasmer, c'est le niveau par rapport à ce qu'elle imagine, où elle est. Et le but, en effet, c'est de la faire progresser. C'est l'autre point de vue, mais ça peut être, par exemple, ça peut être utile en te disant, bah voilà, est-ce que j'ai abordé ces sujets avec elle? Est-ce que moi je suis capable de me dire qu'elle a compris ce sujet? Ah, d'accord, plutôt dans ce sens-là. Alors ça du coup, en fait, généralement, ça se voit quand les gens ont compris. On voit le déclic, surtout quand on est en présentiel, on voit la lumière s'allumer dans les yeux des gens. Donc ça, c'est souvent un bon indicateur. Et en fait, souvent, évidemment, les sujets qu'on travaille ne sont pas en décorrélation complète de ce qu'on fait au quotidien. Donc du coup, on voit aussi comment la personne évolue au quotidien. Et du coup, ça permet de dire, ok, là, on a travaillé sur l'algorithme, maintenant c'est mieux, ou là, non, tu n'y es toujours pas. Du coup, on va continuer à travailler là-dessus. En fait, moi, c'est plutôt comme ça que je le gère. Après, oui, pour chaque personne, j'ai une petite liste de sujets que je veux travailler. Il y a la matrice de compétences qui me permet de savoir là où les gens se surévaluent et se sous-évaluent aussi. Parce que moi, du coup, j'ai une évaluation aussi à moi qui n'est pas forcément corrélée à la leur. Mais ça permet de voir là où il y a une différence. Si la personne me dit, moi, je me mets 5 sur 5 en CSS et que moi, je lui ai mis 1 sur 5,
c'est qu'il y a un problème de perception quelque part, donc il va falloir travailler là-dessus. Donc du coup, c'est un peu un mélange de tous ces trucs-là. Après, moi, je suis pas très bien organisé comme personne, hein, donc il y a des gens qui fonctionnent avec plein de listes, des tableaux, des machins. Moi, c'est pas trop mon cas. J'ai tendance à beaucoup travailler au feeling. Et en fait, comme c'est très changeant aussi, on est face à des humains qui aussi apprennent de leur côté, apprennent des choses. Du coup, comme c'est très changeant, moi j'ai tendance un peu à me laisser porter par le truc et à voir un peu où ça nous mène et à chaque fois à refocaliser sur les trucs importants du moment finalement. Voilà. C'est un peu comme ça que j'ai. Et puis du coup, en évaluant la personne, plus en mode, maintenant on voit que c'est mieux. Et voilà. Et donc ouais, pas trop pour les interros. Ouais, c'est une question là-bas. Ouais, je vais essayer de la faire rapide, salut. Là, le cas que tu as évoqué, ça fonctionne aussi parce que vous êtes une boîte qui est assez grosse, donc du coup il y a assez d'effectifs, il y a assez d'écart on va dire en termes de seniorité aussi, ce qui fait que toi tu peux apporter ton expérience à des profils plus juniors. Est-ce que tu penses que dans des situations de boîtes qui seraient plus petites, avec potentiellement moins d'expérience aussi, des boîtes qui démarraient sur des technos, qui connaîtraient moins des technos, il serait possible d'avoir un truc un peu équivalent, mais avec du coup du mentorat qui viendrait de l'extérieur? Alors je pense que c'est possible. Après, je pense que ce serait plus proche de la formation parce que le mentorat, ce qui est important, c'est d'être au quotidien avec la personne, ça aide vraiment beaucoup. Donc si jamais tu vas faire ça, ça va plutôt être de prendre des consultants ou des freelances en fait, qui vont avoir en partie ce rôle-là. Moi, j'ai eu ce rôle de mentor, alors pas de manière officielle, mais du coup ce rôle d'accompagnement, etc., quand j'étais en prestation en fait. Et j'étais beaucoup moins efficace que maintenant, j'avais moins de recul, etc. Mais en fait, je pense que ce qui est important déjà de base, c'est de pas forcer les gens à être mentors. Donc déjà, si tu as une équipe de 10 personnes, il y en a peut-être une que ça intéresse d'être mentor en fait. Si jamais personne n'a envie de le faire ou se sent apte à le faire, ça sert à rien de les forcer parce que ça va pas marcher. Donc déjà, ça c'est le premier truc. Ensuite, tu n'as pas besoin d'avoir un écart de niveau, encore une fois, énorme. Il suffit juste d'avoir une compétence à un instant T sur quelque chose de bien défini que les autres n'ont pas et tu deviens mentor en fait. Encore une fois, tu n'as pas besoin de connaître tout sur tout. Tu peux devenir mentor uniquement en CSS parce que les autres en fait sont juste à la rue en CSS. Du coup, ça va être beaucoup de CSS. Hein. Moi, je fais beaucoup de CSS aussi, donc. Donc tu peux aussi faire du mentorat très ciblé. Moi, j'ai 15 ans d'expérience, j'ai travaillé sur des dizaines de langages différents, en back, en front, j'ai fait plein de trucs. Donc je suis capable d'être mentor sur une tonne de sujets. Mais c'est pas forcément une nécessité en fait pour être mentor. Encore une fois, tu accompagnes sur ce que tu peux. Tu peux avoir 10 mentors qui accompagnent chacun sur 10 petits sujets, une personne. Et du coup, qui se relaient. Voilà. Donc tu as plein de moyens de gérer ça, en fait, je pense, plutôt à ce niveau-là. Je voulais savoir à peu près la taille de ton équipe. Genre combien tu avais de juniors, etc. dans l'équipe et combien t'en mentorais si tu mentorais qu'une seule personne dans l'équipe. Et ensuite, tu as parlé de développement personnel, genre apprendre à faire une nouvelle techno, un nouveau langage, etc. Ça touche un peu à des sujets, des problématiques RH, quoi. Ou portefeuille de compétences, développement de carrière, etc. Et là, à un moment ou à un autre, il faut un soutien de la hiérarchie. Est-ce que tu l'as? Comment tu as fait pour le négocier, etc. Ok, alors première question, du coup, c'était sur la taille de l'équipe, etc. Donc moi, j'ai des équipes de plein de tailles différentes. Généralement, c'est des équipes qui vont entre 4 et 8-10 personnes. Et je vais avoir entre 1 et 2 mentors, protégés, pardon. Plus de 2, ça commence à être compliqué parce que du coup, vous n'avez plus le temps de faire votre travail non plus. C'est important aussi. Enfin, moi, je reste développeur et il faut que je sois dans le projet au quotidien à coder parce que sans ça, je deviens fou et en plus, j'ai moins de facultés à encadrer les gens, etc. Donc ça, c'est un point important pour moi. Donc généralement, je vais avoir un protégé, 2 s'il y a besoin. Là, du coup, à Mano Mano, par exemple, ma dernière équipe, on était 5. 5. Et du coup, j'avais deux développeurs plus juniors que j'encadrais, en fait. Pas sur les mêmes choses, en fait, mais que j'encadrais, que je mentorais, en fait, à ce niveau-là, parce que j'étais aussi identifié comme ce rôle de mentor. Et du coup, c'était une bonne occasion de gérer ça, parce que moi, ça me plaisait et que j'ai demandé à être comme ça. Quand vous commencez, évidemment, prenez qu'un seul protégé. Ça prend déjà pas mal de temps, ça demande déjà pas mal d'investissement. Et donc, en effet, par rapport à la deuxième question, ouais, avoir le soutien des managers et des RH, c'est très important. Surtout des managers, en fait. Bon, nous, les RH, après, on n'a pas trop de contact avec eux. Mais c'est vraiment les managers, en fait, qui vont faire ce lien entre, du coup, ce à quoi la personne aspire. C'est-à-dire qu'on définit les objectifs. Moi, je ne suis pas manager de la personne que je mentore. Et en fait, on va définir, par contre, avec son manager, les objectifs sur lesquels on veut amener la personne en accord avec elle. Et du coup, moi, je suis au courant de ce sur quoi elle est objectivée. Et mon rôle, c'est de l'accompagner là-dessus, en fait, pour que tout ça, ça se fasse en bonne cohésion. Et après, sur plus le développement personnel, etc., ça, c'est la partie réellement dure. C'est la partie sur laquelle, surtout, je ne l'ai pas précisé, mais il ne vous focalisez pas là-dessus au début parce que c'est la partie la plus dure. Gérer un humain, l'aider à se développer psychologiquement, etc., c'est vraiment très, très difficile. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir aborder cette facette-là, en fait, du mentoring, mais qui est aussi très importante. Surtout si vous avez quelqu'un de très junior. Moi, j'ai eu des juniors, c'est leur première expérience avec le monde du travail.
Ils sont du coup très naïfs et du coup c'est aussi une bonne occasion de leur apprendre un peu le monde de l'entreprise, comment se comporter, comment négocier des choses, comment obtenir, quand est-ce qu'il faut se battre, quand est-ce qu'il ne faut pas se battre, etc. Parce que moi j'ai 15 ans d'expérience là-dedans. Donc du coup, par contre ça c'est en effet beaucoup plus dur.